La République des valeurs vous offre Prépa-Bac 2020. Bienvenue dans nos cours virtuels que nous faisons avec la République des valeurs, initiée par M. Thierno Alassane Sall. Aujourd'hui, M. Diène, votre serviteur, a le grand plaisir de vous présenter, je l'ai même dit de vous représenter, le thème de nature et culture. Je sais que nous sommes restés longtemps sans aller en classe et le temps a tendance à effacer ce que nous savons. Je rappelle même une citation de Georges Orwell dans son texte intitulé 1984. Il disait quoi? Le passé fut raturé et la rature raturée. On se rappelle même du texte de Lamartine qui disait « Autant suspend ton envol ». Ce qui montre quoi? Que souvent le temps est ennemi de l'homme. Il a tendance à nous faire oublier. Et Dante disait « Il n'y a de science que si on retient ce que l'on a compris. Mais si à chaque fois on oublie, ma foi, on ne sera jamais savant. » Cela nous rappelle même un passage du texte de Socrate écrit par Platon, qu'on appelle Ménon, qui disait quoi? Apprendre, c'est se ressouvenir. Donc aujourd'hui, au-delà même de cela qu'on appelle le cours frontal, nous allons procéder à une séance de maïeutique. On va se rappeler, on pratiquera ce qu'on appelle la réminiscence. Et le prétexte, comme je viens de vous le dire, c'est le cours sur nature et culture. Aujourd'hui, nous allons entamer la première partie. Et pour cette première partie, on a 3 grands points. Grand 1, élucidation des concepts. Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la culture? Grand 2, universalité et relativité culturelle. Grand 3, existe-t-il une hiérarchie entre les cultures? Voilà aujourd'hui notre objectif. Nous pensons que nous allons l'atteindre. Maintenant, par rapport au grand 1, élucidation des concepts. Petit 1, qu'est-ce que la nature? Et là, on peut dire que le terme nature vient de Nassi ou bien de Nassor, qui donnera naissance à natus. Et natus signifie quoi? Naître avec. Naître avec. Autrement dit, la nature, c'est tout ce que l'on apporte à la naissance. La nature, c'est tout ce qui vient à la naissance. Et par rapport à cela, on dit un teint naturel. Un teint naturel, le teint qu'il a apporté à la naissance. On dit cheveux naturels, ce sont des cheveux qui ne sont pas artificiels, que l'homme ou la femme a apporté à la naissance. Donc tout ce que nous tenons de la naissance, nous disons que cela relève de la nature. Voilà pourquoi on dit même, ça renvoie à l'inné. L'inné, ce qui est en rapport avec la naissance. Et là, c'est le grec. Mais si on remonte au latin, on verra que le mot nature vient de esse. Esse. Le mot esse, qui signifie être en français, qui donnera le mot essence. Donc la nature, c'est l'essence. Par conséquent, lorsqu'on dira la nature de l'être humain, cela renvoie à l'essence de l'être humain. Et le mot essence, c'est ce qui est, mais qui est constant. C'est ce qui est constant. Ce
Ce qui est constant, c'est ce qui est invariable. Donc, s'il y a quelque chose en l'homme, chez la plante, chez l'animal, qui le constitue en tant qu'être, qui le spécifie, qui le caractérise, qui fait son essence, son identité, et si cette chose véritablement est constante, elle est invariable, on parlera alors de nature. C'est pourquoi on se dira même, est-ce que l'homme est par nature définissable par sa raison? Est-ce que la raison est ce qui fait la nature de l'homme? C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Parce que autant l'homme parfois agit sous le coup de la raison, autant il agit sous le coup des sentiments. Parfois même il se laisse emporter par les émotions, par les instincts. D'où donc peut-on dire de l'homme qu'il est par nature raisonnable, ou que la nature de l'homme se trouve dans sa raison. Éléments sur lesquels nous allons revenir. Mais par rapport à ces deux points, je me rappelle, la répétition est pédagogique. Le mot nature en grec vient de nasi, de nassor, de natus, qui signifie en français naître avec. Et naître avec signifie quoi? Ce qui est inné. Ce qui est inné, c'est ce qui est en rapport avec notre naissance. Par rapport à cela, on parle du teint, on parle des cheveux, on parle de la couleur des yeux, on parle de la forme du nez, on parle de la morphologie, on parle des instincts. Par rapport à tout cela, donc, le mot nature, c'est ce qui est inné. Mais si on remonte à l'étymologie latine, latin-latine, il viendrait de esse, esse qui signifie être, ce qui est, et l'être qui renvoie à essence, et l'essence c'est ce qui véritablement est caractéristique, ce qui est déterminant dans la qualification d'un être ou d'une chose. L'essence ou l'être, c'est ce qui est constant, c'est ce qui est invariable. Voilà un peu cela qu'on peut définir, appeler comme élément de définition par rapport au concept de nature. Mais par extrapolation, par extension du sens, on peut dire que le mot nature vient de aussi ce qu'on appelle ici la nature en français. Nature au sens de milieu, le milieu ambiant. C'est un peu le milieu que l'homme a trouvé sur place. C'est notre environnement. C'est pourquoi on dit la nature est belle, la nature est clémente. C'est par rapport justement à ce que l'homme a trouvé sur place. Ce que l'homme a trouvé sur place qui ne dépend véritablement pas ni de son génie, encore moins de son action. Voilà pourquoi, quand on parle de nature, on pense à la végétation, on pense aux montagnes, on pense aux cours d'eau, on pense à ce milieu que nous avons trouvé sur place. Et cette nature-là, pour les uns, à savoir les théistes, les théologiens, c'est ce qui est l'œuvre de Dieu. Donc, on a trois définitions. Nature, natus, égale inné. Nature, essai, égale essence. Nature, égale milieu ambiant, égale l'environnement que l'homme a trouvé sur place. Ce troisième sens-là va nous intéresser, parce que vous allez voir plus tard que justement la culture de l'homme parfois est définie par ce qu'on appelle le milieu ambiant. Notre culture est en rapport parfois avec le milieu dans lequel nous évoluons. Cela nous rappelle un peu le passage de Karl Marx qui disait quoi? C'est le milieu qui détermine l'homme. C'est le milieu qui détermine la manière de penser de l'homme. C'est le milieu même qui détermine un peu la façon de l'homme de s'habiller. C'est un élément sur lequel nous allons revenir quand nous allons parler de la relativité des cultures. Par rapport maintenant au mot culture, le mot culture aussi, à l'image du mot nature, a plusieurs sens. Et lorsque le mot a plusieurs sens, on le rappelle, on dit que c'est un mot ou un terme qui est polysémique. Poly pour signifier plusieurs, sémique pour signifier sens. En effet, le mot culture
peut signifier dans l'entendement premier de l'homme, ça signifie le travail de la terre. C'est pourquoi on parle même de culture. C'est le travail de la terre, c'est l'action qui consiste à transformer la terre, le milieu que nous avons trouvé sur place. On dit parfois même la culture du riz, la culture de l'arachide, la culture du blé. Action de transformation du milieu. Le mot culture, quand on dit ministère de la culture, souvent on pense à l'art, on pense à la musique, la littérature, on pense à la danse. Les élèves ont même l'habitude de s'amuser en disant c'est LMD. L, littérature ou lutte, M, musique, D égale danse. C'est pas licence master, c'est comme ça. Ils disent LMD, musique, lutte, littérature, musique, danse, art, sculpture. Voilà pourquoi on parle parfois même du ministère de la culture ou du ministre de la culture. C'est celui-là qui a en charge l'art, la musique, la danse, etc. Le théâtre, la sculpture, le cinéma. Là, on parle de culture. Mais aujourd'hui, le mot culture a un sens beaucoup plus englobant que celui-là. Le mot culture renvoie à civilisation. Si l'on revient un peu à la pensée des sociologues et des philosophes, culture égale civilisation. C'est quoi? C'est le mode de vie d'un peuple à un moment déterminé de son histoire. Je rappelle, la culture, selon Ralph Linton, c'est quoi? Le mode de vie d'un peuple à un moment donné de son histoire. Lorsqu'on dit mode de vie, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Lorsqu'on dit mode de vie, on pense à quoi? On pense à la manière d'organiser les cérémonies, le mariage, le baptême, les funérailles. Lorsqu'on dit mode de vie, on sous-entend quoi? La manière de s'habiller, donc c'est l'habillement. Lorsqu'on dit mode de vie, c'est le mode d'organisation. Le mode d'organisation sociale, la manière de vivre en société. Les uns, du point de vue de la culture, vivent dans une famille nucléaire, c'est le père, la mère, l'enfant ou les enfants. Les autres, du point de vue de la culture, ont un mode de vie social beaucoup plus large. On parle de la famille élargie. Donc lorsqu'on dit mode de vie, je me répète, on pense à la manière d'organiser les cérémonies, mode d'organisation sociale, la manière de vivre en société. On pense à l'habillement, mais mode de vie aussi signifie quoi? Signifie aussi parfois la morale. Et la morale détermine mon mode de vie. La morale, on pense à la religion. On pense à la technique, la manière ou la technique de construire les maisons, la façon, la technique un peu de semer le riz, de faire l'agriculture. Lorsqu'on dit mode de vie ou technique, on pense ici à la technique qui consiste un peu à pêcher, la manière de pêcher. Par conséquent, si l'on se fonde sur la pensée de Claude Lévi-Strauss, on dira que la culture ou la civilisation
est un grand système qui englobe la morale, la religion, la technique, la philosophie, la littérature, on parle là de l'art, la danse, le sport, okay? Le langage et tant d'autres choses. Et si nous partons un peu de cette conception de la technique, on dira que la technique, c'est l'ensemble des choses en termes de comportement qui distinguent l'homme de l'animal. L'animal demeure dans la pure sphère du naturel, mais l'homme, tout en étant naturel, se distingue de l'animal en entrant dans la dimension de la culture. Par exemple, l'animal mange, mais la façon de manger distingue l'homme de l'animal. L'homme mange comme l'animal, mais l'homme ne mange pas de la même façon que l'animal. La procréation, elle est naturelle, mais la façon de procréer est définie par la religion, par la morale, par la philosophie, par une idéologie. Elle est culturelle. Cette façon de procréer qui vient de la culture distingue la procréation chez l'homme et la procréation chez l'animal. L'animal vit en communauté, mais l'animal ne vit pas en société. Parce que dans la société humaine, on a des règles morales, des règles qui peuvent évoluer dans le temps et dans l'espace, ce qui n'est pas le cas chez l'animal. Par conséquent, lorsqu'on dit la culture, on pense à tout cela. Mais on peut aller plus loin. On dira que la culture, c'est aussi l'héritage. L'héritage, c'est un peu le legs, à savoir l'ensemble des comportements, l'ensemble des idéologies, des philosophies, des faits et gestes qui sont hérités par l'homme par rapport à son ascendance. C'est l'ensemble des choses que nos ascendants nous ont transmises. Nos ascendants, nos ancêtres, nos parents nous ont transmis quoi? Nous ont transmis ce qu'on appelle une morale. Ils nous ont transmis des mythes. Ils nous ont transmis des légendes. Ils nous ont transmis des religions. Ils nous ont transmis des comportements. Lesquels comportements, faits et gestes font partie de cela qu'on appelle la culture. Et si telle est la culture, on dira non seulement, comme je viens de le dire, que la culture est l'une des choses qui permettent de distinguer l'homme de l'animal, mais la culture c'est aussi cela qu'on appelle ce qui fait l'identité d'un être humain par rapport à un autre. Éléments sur lesquels nous allons revenir quand nous allons parler de la relativité des cultures. Donc en résumé, la culture c'est le mode de vie d'un peuple à un moment donné de son histoire. La culture, c'est ce qui est transmis à une génération par ses ascendants. Lorsqu'on dit transmission ou héritage, ce n'est pas le côté culturel, mais c'est le côté moral, le côté humain, le côté vestimentaire. Lorsqu'on dit la culture, on peut penser d'emblée à lutte, à musique, à chant, à danse, mais aujourd'hui, dans le terme de culture, ce qu'il faut voir, c'est cela qu'on appelle la civilisation. La civilisation, le mode de vie d'un peuple, le mode de vie d'un peuple à un moment donné de son histoire. Lorsqu'on dit la culture, on pense non pas à ce qui est constant, à ce qui est invariable, mais au contraire, on pense à ce qui est variable. La manière de manger, la manière de s'habiller, la manière d'enterrer les morts, la manière un peu de baptiser son enfant. Un ensemble de choses sont là qu'on intègre dans la dimension qu'on appelle la culture. La culture, d'emblée aussi, peut signifier cela qu'on appelle le travail de la terre. On parle même de l'agriculture. Parfois même,
on peut définir le travail de la terre non pas comme le mode de vie d'un peuple ou la civilisation d'un peuple. Parfois, on définit la culture, mais au sens intellectuel du terme. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est cultivée, ce n'est pas pour dire qu'elle est civilisée, mais c'est pour dire quoi? Que cette personne possède un ensemble de connaissances par rapport à beaucoup de choses. C'est pourquoi on parle ici de culture générale. La culture générale, on se rappelle de René Descartes qui disait, pour acquérir la culture générale, il faut non seulement lire les ouvrages, mais il faut surtout lire le grand livre du monde, à savoir avoir une expérience de terrain. De ce point de vue, donc, la culture générale, c'est une somme de connaissances, un ensemble de connaissances, un ensemble d'expériences accumulées par quelqu'un. À ce niveau, les voyages sont importants. On se rappelle de Amadou Hampâté-Bâ qui disait quoi? Un enfant ou un jeune qui a fait 100 villages est comme un vieux de 100 ans. Parce que lorsqu'on aura fait 100 villages, on aura appris une infinité de choses en peu de temps. On aura en peu de temps appris des choses que l'autre peut-être n'a pu accumuler qu'au bout de 100 ans. Voilà d'emblée, en résumé, cela qu'on peut appeler la culture. On peut dire même que la culture, c'est l'ensemble des réponses intellectuelles, morales, techniques, matérielles qui sont apportées par l'homme pour faire face aux obstacles qu'il a eu à rencontrer dans son histoire. Je rappelle, la culture, c'est l'ensemble des réponses intellectuelles, morales, idéologiques, philosophiques, techniques, matérielles qui sont apportées par l'homme pour faire face aux difficultés qu'il a rencontrées dans sa trajectoire historique. La preuve, on a vu que, à un moment donné, on a parlé de l'âge de la pierre, taillée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'homme a rencontré la nécessité d'avoir un outil, à savoir une pierre taillée, pour couper la viande, ou bien peut-être pour réussir d'autres travaux domestiques qui faisaient partie un peu des nécessités de sa survie. Aujourd'hui, le portable fait partie de notre patrimoine culturel parce qu'à un moment donné, l'homme a rencontré le défi de la communication. Donc chaque fois que l'homme est confronté à un problème, par son génie, il invente quelque chose et ce que l'homme invente qui fait partie de son génie est reversé dans ce qu'on appelle le patrimoine culturel. D'où donc, la culture, c'est l'ensemble des réponses qui sont apportées par l'homme pour faire face aux différents obstacles qu'il a eu à rencontrer dans son histoire ou durant sa vie. Voilà en résumé ce qu'on peut appeler nature et ce qu'on peut appeler culture. Et comme nous venons de le voir, la nature n'est pas la culture non plus n'est pas la nature. Mais entre les deux, il y aura un rapport, j'allais même dire des rapports, lesquels rapports nous allons les examiner à travers des sujets que nous allons voir plus tard. Maintenant, passons au grand 2, universalité et relativité de la culture. Nous disons que la culture est universelle. Pour dire quoi? Que partout dans le monde où il y a homme ou trace d'homme, il y a forcément présence ou trace de la culture. Ce qui nous amène à plagier René Descartes en déclarant que la culture
est l'une des choses du monde les mieux partagées. Nous voulons dire par là qu'il n'existe pas ou qu'il n'a jamais existé, peut-être même et probablement même qu'il n'existera jamais un homme sans culture. Je ne parle pas de culture au sens de culture générale, je parle de culture au sens de mode de vie. Si culture au sens de mode de vie, c'est ce que nous voulons dire, elle est universelle. Il n'existe pas dans le monde, il n'a jamais existé dans le monde un peuple sans culture. La culture, elle est partagée. La culture, elle est partout présente dans le monde. D'où donc, on dira, la culture est universelle. Mais si tel est le cas, une question mérite d'être posée. S'il est vrai, s'il est établi que la culture est universelle, alors, qu'est-ce qui amène certains à déclarer que d'autres n'ont pas de culture? On se rappelle même du prétexte de la colonisation, ou d'un des prétextes de la colonisation. Les Occidentaux venant en Afrique pour coloniser les Africains, ils disaient quoi? Nous voulons aller en Afrique pour apporter aux Africains une civilisation, une culture. Pour eux, justement, les Africains n'étaient que des brutes, ils n'étaient que des barbares et des sauvages. On se rappelle même du temps de l'Antiquité, les Grecs, les Romains traitaient les autres peuples de barbares. Barbares, sauvages, sous-entendant par là que ces derniers n'avaient pas de culture. Il arrive même aujourd'hui que parfois certains traitent les autres de gnacs, de sauvages, d'êtres inférieurs, j'allais même dire d'animaux, à savoir des êtres qui n'ont pas de culture. Et pourtant, la culture est universelle. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Nous pouvons répondre en mettant en exergue plusieurs éléments. Ok? Nous pouvons mettre en exergue plusieurs éléments. Il y a d'abord cela qu'on appelle l'ego. L'égocentrisme de qui? De l'homme. On dit que l'homme, malheureusement, il est naturellement égocentrique. Le mot égocentrique, si on dit que vous avez égo, qui signifie le sujet, qui signifie le centre, pas le centre, le sujet qui signifie le moi, et vous avez le mot centre, signifie quoi, égocentrisme? Que l'homme naturellement a tendance à tout rapporter à lui. Et ça nous fait penser à une autre figure de la mythologie française. Et ça c'est la figure de Narcisse. Narcisse. Narcisse était un personnage mythique que tout le monde trouvait beau. Il était tellement beau que lorsqu'il passait dans les rues, les gens sortaient pour admirer sa beauté. Lui-même a fini par tomber amoureux de sa propre beauté. Finalement, tout ce qui n'était pas aussi beau que lui, il disait que ce n'est pas vraiment beau. Il rapporte donc la beauté à lui. Il en est de même, naturellement, malheureusement, pour l'homme de façon générale. Naturellement, l'homme est égocentrique. Tout ce qui ne rapporte pas à ses propres catégories, il a tendance un peu à les négliger. C'est pourquoi, à l'époque, tout ce qui ne ressemblait pas au mode de vie, à la culture, à la civilisation romaine ou grecque, les Romains et les Grecs avaient tendance à jeter ça hors de la culture, hors de la civilisation. Ils disaient donc de deux choses l'une. Soit on est homme, on est humain, on est civilisé comme grec ou romain, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, on n'est plus homme, on est des animaux. Dans ce cas, on est barbare, on est sauvage. Le mot barbare renvoyait initialement justement
à tout ce qui n'est pas culturel. Le mot sauvage renvoyait à peuple de la forêt. Donc, le premier élément qui justifie le pourquoi l'homme ou certains hommes taxés d'autres de barbares et de sauvages, c'est d'abord l'égocentrisme, c'est le narcissisme. Parfois même, malheureusement, il y a un glissement de sens. On entend dire certains, il n'y a de religion authentique que la religion musulmane. D'autres diront, il n'y a de religion authentique que la religion chrétienne. D'autres même diront, il n'y a de religion authentique que la religion juive. Ça montre quoi? Il y a une volonté de ramener tout à soi et de rejeter le reste. Ça, c'est de l'égocentrisme, c'est du narcissisme, et cela conduit à nier quoi? La présence, l'identité et la marque de l'autre. Voilà pourquoi, c'est vrai même que la culture est universelle, la raison pour laquelle d'autres n'acceptaient pas cette universalité de la culture. Ceux qui le disaient pensaient que tout peuple a une culture au sens de musique, littérature, musique et autres, mais tout peuple n'a pas de culture au sens de civilisation. Le deuxième élément qui justifie pourquoi certains refusaient d'admettre l'universalité culturelle, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance. Il y a des gens qui n'ont pas assez lu, qui n'ont pas voyagé, donc qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas été instruits, qui n'ont pas été éveillés, qui n'ont pas été cultivés. Ces gens-là ont tendance justement à croire qu'il n'y a de culture que la leur et qu'en dehors de leur culture, il n'existe pas une autre culture. Ou que les autres cultures qu'on appelle culture ne sont pas véritablement culture. D'où donc, certains, malheureusement, estiment leur culture, relèvent leur culture et rabaissent, rejettent, nient ce qu'on appelle culture chez les autres. Donc, je me répète, la culture est universelle. Il n'existe pas un peuple qui ne possède pas une culture. La culture est l'une des choses au monde les mieux partagées. Mais, malheureusement, cela n'a pas toujours été ainsi perçu. Parce que, par égocentrisme, certains, comme les Romains, comme les Grecs de l'époque, certains, comme certaines personnes jusqu'à maintenant, pensent que la culture est le propre des uns et que les autres doivent être un peu rejetés dans la horde des sauvages et des barbares. D'autres, parce qu'ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas une expérience de la vie, ils n'ont pas lu, ils sont donc des ignorants, ils ne comprennent pas que la culture, elle est universelle. Jusqu'à présent, il y a même des gens qui pensent quoi? Qu'il n'est pas pensable que les gens vivent par 20, par 40 dans une maison. Certains, par ignorance, par manque d'expérience de la vie, ne savent pas que la polygamie est un trait de la culture en Afrique et même chez nos parents musulmans. Donc, c'est pourquoi Claude Lévi-Strauss disait quoi? En réalité, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Le barbare, il pense à cette ignorance, cet homme qui n'a vraiment pas de culture au sens de culture générale. La culture, elle est universelle. Pourquoi? Parce que finalement, partout où l'on rencontre l'homme, c'est vrai, on rencontre la culture, elle est universelle. Pourquoi? Parce que nous avons Georges Bataille, qui disait quoi? L'homme est le seul animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel. Il dit qui le nie. Je répète, l'homme est le seul animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel qui le nie. Donc, on constate chez l'homme une propension à toujours chercher à dépasser le naturel.
Et lorsque l'homme cherche à dépasser le naturel, il est dans la dimension de la culture. C'est pourquoi il trouve un milieu, ce milieu est naturel, il essaie de transformer ce milieu, là il invente la technique, il invente le travail, il invente l'agriculture. La technique, le travail, l'agriculture, c'est un peu le côté culturel. L'homme est né avec une animalité, des instincts, des pulsions, des désirs biologiques, mais il cherche à les nier. Là, il invente la morale. Il invente la religion. La morale et la religion, c'est le côté culturel. L'homme est né sans langage. En tant que tel, il est animal, mais il a besoin de dépasser cette animalité-là. Il invente ce qu'on appelle le langage. Il invente l'instruction, la formation, l'éducation. Le langage, l'instruction, la formation, l'éducation sont des éléments de la culture. D'où donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la culture, c'est l'ensemble des éléments de réponses qui sont apportés par l'homme pour faire face aux obstacles du milieu ou de l'heure. Raison pour laquelle tout cela a été inventé. Parce que l'homme aussi est un être prématuré. Il faut qu'il cherche un peu à dépasser le côté naturel. J'ai dit que l'homme est un être prématuré. Vous prenez l'animal. L'animal n'a pas besoin de sabots. N'a pas besoin du moins n'a pas besoin de chaussures. Pourquoi? Parce que l'animal a des sabots. L'animal n'a pas besoin de vêtements. Parce qu'il a une peau qui lui permet de faire face au climat de son environnement. L'animal n'a pas besoin d'inventer ce qu'on appelle une maison. Il n'a pas besoin de toit. Parce que naturellement, il a une disposition ou des dispositions qui lui permettent de vivre dans son milieu sans toit, sans maison, sans chaussures, sans vêtements. Mais s'il s'agit de l'homme, on dit que c'est un être prématuré. Il a forcément besoin d'inventer des chaussures. Il ne peut pas, avec ses pieds nus, marcher sur la glace, la neige. Il ne peut pas, avec ses pieds nus, marcher sur le sable chaud du désert. Il ne peut pas, avec ses pieds nus et fragiles, marcher sur les épines de la brousse et de la forêt. Il a donc besoin de protection. Voilà pourquoi il invente des chaussures, parfois même on appelle sabots, pour penser un peu au sabot de l'animal. L'animal, l'homme, a besoin d'inventer des vêtements, des fourrures, pour faire face aux agressions du climat. Quand il fait trop chaud, notre peau est agressée. Quand il fait trop frais, notre peau est agressée. Il faut donc se couvrir. Voilà pourquoi l'homme est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des vêtements et des protections. L'homme est un être faible. Ses bras sont fragiles. Il a donc besoin d'inventer des outils, d'inventer des ustensiles. L'homme ne peut pas, parce qu'il n'est pas assez fort, il n'est pas assez robuste, il ne peut pas faire certaines distances en un temps record. Voilà pourquoi il faudrait que l'homme invente ce qu'on appelle des moyens de locomotion. On parle de traction animale. Aujourd'hui, on parle de traction au plan mécanique. Donc, c'est par rapport à cet ensemble de choses que l'homme est obligé, partout où il se trouve, d'inventer la culture, c'est-à-dire de dépasser les obstacles que la nature a voulu l'imposer. D'où donc, l'homme, partout où il a été, il a inventé la technique. Parce que l'homme a partout inventé la technique, on dit que la culture elle est universelle. Pour nous résumer sur ce point, nous disons la culture est universelle, à savoir, il n'existe pas un peuple qui n'a pas de culture. La technique est universelle,
à savoir que la technique appelle même un passage de Herskovits qui disait la culture est le trait signalétique de l'homme. Question que j'ai posée, si la culture est universelle, s'il n'existe pas un peuple sans culture, alors pourquoi certains n'ont pas hésité à déclarer d'autres de peuples sauvages, de peuples barbares? Peuple sauvage, peuple barbare, étant entendu peuple qui n'a pas de culture, peuple qui vit à la manière des animaux. J'ai répondu en disant, ce qui nous amène ou ce qui amène ces gens-là à penser ainsi, c'est parce que soit ils sont égocentriques, soit ils sont ignorants. Parfois même on peut avancer en disant c'est peut-être par racisme que cela a amené les gens à taxer les autres de sauvages et de barbares. Mais Claude Lévi-Strauss a dit, le vrai sauvage, le vrai barbare, le vrai ignorant, c'est celui qui taxe les autres de sauvages ou de barbares. Le barbare est celui qui croit à la barbarie. Nous disons que si la culture est universelle, ce n'est pas parce qu'elle est présente partout, mais il y a une raison. La raison c'est quoi? Soit le milieu que l'homme a trouvé sur place n'a pas répondu à toutes les attentes de l'homme. Nous trouvons parfois un milieu hostile, accidenté. Il va falloir, par la technique, par les jeux de l'homme, il va falloir transformer ce milieu qui est accidentel. Voilà pourquoi, pour même créer un nouveau quartier, les gens viennent avec des machines, ils coupent les arbres, ils terrassent les choses, ils nivellent, et il faut ce qu'on appelle ici un peu l'aménagement. Le milieu n'a pas toujours répondu aux aspirations de l'homme. Parfois, l'homme est obligé de transformer le désert en jardin. L'homme est obligé, par la technique, pour avoir de l'eau, de creuser des puits. L'homme est obligé, parce que la pluie ne tombe pas assez, de créer ce qu'on appelle la culture irriguée. L'homme, naturellement, est faible. Ses bras sont fragiles, sont courts, il est obligé donc d'inventer des outils et des ustensiles. L'homme est un être prématuré, il n'a pas attendu comme les animaux d'avoir des pieds fermes pour naître. Les animaux ont des sabots, l'homme n'en a pas. Pour marcher sur la glace, sur les épines, sur le sable chaud, il faut qu'il invente des chaussures. L'homme est obligé, parce qu'il n'a pas une peau assez robuste que la peau de l'animal, il est obligé d'inventer des vêtements. L'homme ne peut pas faire certaines distances à pied, il est donc obligé d'inventer ce qu'on appelle la traction animale. L'homme n'a pas de nageoire, il ne peut pas séjourner longtemps au fond de la mer, il est donc obligé d'inventer des bateaux, des pirogues, des sous-marins. L'homme n'a pas toujours sur place assez à manger et assez à boire, il faut qu'il invente des puits, il faut qu'il invente le maraîchage, le jardinage, l'élevage. Tout cela relève de la culture. L'homme, naturellement, ne peut pas vivre seul, il a besoin de la compagnie des autres. C'est pourquoi l'homme a inventé ce qu'on appelle la société. Parce que l'homme est obligé de vivre en société, il était obligé d'inventer la morale, d'inventer le droit, d'inventer la justice, d'inventer l'ensemble des éléments sans lesquels une vie en communauté ne serait été possible. L'homme a besoin de distractions, voilà pourquoi il a inventé la musique, le sport, la danse. Autant d'éléments qui sont culturels et autant d'éléments qui font que justement la culture est universelle. Maintenant, la culture est universelle, c'est vrai, mais cela ne signifie pas que partout nous avons la même culture. Elle est universelle, c'est vrai, mais en même temps elle est relative. Elle est relative, ça signifie quoi? D'une société à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'une génération à l'autre, nous n'avons pas la même culture. Lorsqu'on parle du mariage, le mariage, il est culturel, il est même, on va dire, universel,
Mais partout, le mariage n'est pas célébré de la même façon. La manière de célébrer le mariage est relative. Elle change d'un milieu à l'autre. Dans certains milieux, justement, le mariage, il est organisé de façon simple. Mais ailleurs, il est organisé avec beaucoup de festivités. Dans certains milieux, le mariage entre deux hommes est possible, le mariage entre deux femmes est possible. Mais en milieu musulman, en milieu chrétien, en milieu juif, ce n'est pas impensable. Donc, s'il est vrai que le mariage est un fait culturel universel, il ne demande pas moins que partout on ne se marie pas de la même façon. S'il est vrai que l'amour est une valeur universelle, il n'en demande pas moins que partout on ne conçoit pas l'amour, on ne vit pas l'amour de la même façon. D'où donc, la culture, elle est universelle. Elle est partagée, mais elle est relative. Ce n'est pas la même culture qu'on rencontre partout. L'exemple du mariage, l'exemple de l'amour pourrait servir à illustrer cela. On peut prendre même l'exemple un peu de la façon dont on traite les morts. Dans certains milieux, les morts sont enterrés avec un linceul blanc, directement sous terre. Ailleurs, ils sont enterrés non pas avec un linceul, mais ils sont enterrés avec veste, avec cravate, avec chaussures, avec la croix, avec des gants. Et ils sont enterrés dans une caisse et sous terre. Ailleurs, les morts ne sont pas enterrés, ils sont brûlés. On parle de l'incinération des morts. Ailleurs, ils ne sont pas enterrés, ils ne sont pas brûlés ou incinérés, ils sont tout simplement exposés sur des tiges ou sur des troncs, suspendus dans l'air. Le cadavre un peu enroulé dans un ruban ou dans un tissu. Mais ailleurs, les morts sont tout simplement jetés à la merci des vautours. Les vautours viennent un peu manger la viande, la chair des morts. Et on laisse là-bas la carcasse. On parle de cimetière. Non pas pour enterrer, mais ce sont les vautours qui vont faire le reste. D'où donc, c'est culturel, mais c'est une culture qui change de milieu à l'autre. Et c'est important de le connaître, de le savoir ici. Parce que on vit dans un monde globalisé. On n'est pas les seuls habitants du monde. Il va donc falloir connaître qu'en dehors de notre culture, il y a la culture des autres. Et que si réellement nous voulons vivre ensemble dans la collégialité, dans la fraternité, il faudrait non seulement se connaître, se découvrir, mais il faut apprendre à se respecter. Voilà donc ce pourquoi on parle de la relativité des cultures. Maintenant, si on dit que la culture est relative, on sous-entend aussi parfois que parfois il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas la même façon de nous habiller, nous n'avons pas la même table de valeurs. Parfois, cela peut être quoi? Cela peut être un frein. Cela peut être un obstacle dans les relations entre les hommes. Ok, je cherche mon marqueur. Okay. C'est pourquoi il arrive que dans les devoirs qu'on donne aux élèves, qu'on leur dise la relativité et la diversité des cultures doivent-elles être un obstacle à l'entente entre les hommes? On va dire oui. On devait dire non. Mais en réalité, aujourd'hui, nous constatons quoi? Que la relativité, la diversité des cultures, malheureusement, loin de rapprocher les hommes, loin de les unir, loin de les pousser à échanger, elle a longtemps divisé les hommes. Tout à l'heure, je disais, les uns taxaient les autres de barbares. Et
Nous avons aujourd'hui des exemples très manifestes. Et là, c'est là qu'on appelle la xénophobie. La xénophobie. Il y a ce qu'on appelle le racisme. Il y a malheureusement l'ethnocentrisme. Ce sont des pratiques qui sont notées entre les hommes, mais malheureusement qui sont nées du fait de la relativité des cultures. Parce que nous n'avons pas la même culture, cela constitue malheureusement une barrière, un obstacle entre nous. Lorsqu'on dit la xénophobie, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à la haine et la peur de l'autre. La haine et la peur de l'autre, on dit même de l'étranger. Pourquoi? Parce que lui, on dira, il mange du singe, il mange du serpent, il mange des vers de terre. Nous ne connaissons pas ça. Nous trouvons qu'il est sale, nous trouvons même qu'il est sauvage, qu'il est barbare. Comme il est sale, il est sauvage, il est barbare, je n'ai pas envie de me mélanger en lui. Donc je le rejette. Alors que, en réalité, c'est tout simplement quelque chose de relatif. Nous ne mangeons pas des singes, nous ne mangeons pas des serpents, nous ne mangeons pas des vers. Nous mangeons peut-être du bœuf. Mais ailleurs, par exemple en Inde, les gens refusent de manger du bœuf. Donc autant nous traitons les autres de sales, de barbares, de sauvages, parce qu'ils mangent des choses que nous ne mangeons pas. Autant d'autres peuvent nous traiter de la même façon, parce que nous mangeons ce qu'eux ne mangent pas. D'où donc, malheureusement, par ignorance, par incompréhension, par manque de tolérance, la relativité des valeurs, des cultures, a contribué à ériger des obstacles, des barrières entre les différents peuples du monde. Ce qui est dommage. Parce que véritablement, on aurait pu échanger, pour parler comme Léopold Sédar Senghor, qui disait quoi? Quelque part, nous devons aller dans ce rendez-vous universel du donner et du recevoir. Chacun peut donner, mais chacun peut se bonifier en recevant quelque chose. Cela nous rappelle un texte de l'aventure, c'est pas l'aventure biblique, un texte de Aimé Césaire, qui disait quoi? Une culture qui s'isole, s'étiole et meurt. À savoir que nous devons éviter de nous enfermer dans notre culture et que notre intérêt aurait été, tout en étant enraciné, pour parler comme Seigneur dans notre culture, de nous ouvrir aux autres, au lieu de nous fermer, au lieu de les diaboliser. Parce que autant vous diabolisez, autant on vous diabolise. Autant vous pensez que l'autre est un barbare, autant d'autres peuvent penser de toi que vous êtes un barbare. Donc voilà un petit hic qu'il faut noter par rapport à cette relativité des cultures. Donc les cultures sont relatives et cette relativité, malheureusement, est perçue par les uns comme un obstacle. Elle est un obstacle parce que ça peut créer une incompréhension. On ne comprend pas comment les gens puissent manger du chien. On ne comprend pas comment des gens puissent se moquer de certaine façon. On ne comprend pas comment les gens sont capables de sortir presque nus. On parle un peu des pygmées de la Nouvelle-Guinée, les Papouasies. D'autres diront, on ne comprend pas comment est-il possible qu'un seul homme ait 4 femmes. On ne comprend pas comment est-il possible que 2 hommes se déclarent mari et femme. On ne comprend pas. Donc, cette relativité peut créer une incompréhension. Laquelle incompréhension est un obstacle dans les relations entre les hommes. Ok? Il y a aussi cela qu'on appelle la haine, le rejet qui a naissance à la xénophobie. Ce sont donc les obstacles. Parfois même,
cette différence des cultures fait en sorte que certains mariages ne soient pas, qu'on ne puisse pas célébrer certains mariages. Parfois on dit à la personne, nous voudrions bien nous marier avec vous. Mais là, le problème c'est quoi? On n'est pas de la même religion. On ne pratique pas les mêmes valeurs. Ça peut donc être un facteur qu'on appelle obstacle. Mais autant, ça pouvait être quelque chose de positif. Car chacun peut se bonifier, chacun peut s'enrichir du contact des autres. On se rappelle même de Léopold Sédar Senghor, quand il disait quoi? Que nous autres Africains, nous devons apprendre chez le Toubab la discipline et la méthode. La méthode et la discipline. Il disait même, l'émotion est nègre, la raison est hellène. À savoir que chacun a quelque chose à donner à l'autre. Nous pouvons donner de la chaleur, de l'émotivité aux autres, les autres aussi peuvent nous apporter un peu de rationalité. Et vrai, sur ce point-là, il y a débat. Il disait, l'émotion est chez les nègres, ce que la raison est chez le blanc. C'est ce qu'il voulait dire. Malheureusement, il a été mal compris. Donc, sur ce point-là, je dis, la culture est relative. Partout, on n'a pas le même accoutrement. Partout, on n'a pas la même religion. Partout, on n'a pas la même organisation sociale. Partout, on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Partout, on n'a pas la même table de valeurs. Ce qui est accepté ici ne l'est pas ailleurs. Ce qui est beau ici ne l'est pas ailleurs. Et malheureusement, parce qu'il en est ainsi, cette relativité des cultures, parfois a éloigné les peuples, elle a divisé les peuples, parfois même elle a été facteur de conflit entre les gens. Des gens se taxant les uns et les autres de barbares. Mais la relativité, la diversité des cultures, vue sous un autre angle, n'est pas un obstacle, n'est pas une chose négative, mais elle devait être perçue de manière positive. En réalité, ça montre quoi? La richesse, la créativité de l'être humain. Les animaux ne sont capables que d'un seul et absolu et unique mode de vie. L'homme, par contre, il est capable, en fonction du milieu, en fonction des circonstances, en fonction de la génération, de multiplier ses modes de vie, de diversifier ses modes de vie. L'homme pouvait profiter de cette relativité pour s'enrichir, pour se bonifier. Parce que finalement, chacun a quelque chose à donner, mais chacun peut avoir quelque chose à prendre chez les autres. C'est d'ailleurs un peu ce débat-là qui était en toile de fond dans le texte de l'aventure ambiguë. Est-ce qu'il faudrait rester adossé à nos valeurs culturelles, les valeurs dialoguées, ou est-ce qu'il faudrait, tout en s'enracinant à nos valeurs, nous ouvrir aux valeurs culturelles, aux valeurs tubaab, les valeurs blanches, qui sont profilées par l'école française? Voilà ce débat à laquelle la Grande Royale avait convié l'Assemblée des sages en peuple dialogué. D'où donc, ce n'est pas totalement négatif, c'est positif. Par rapport maintenant à ce troisième point, on dira, existe-t-il une hiérarchie entre les cultures? Autrement dit, peut-on établir une échelle de valeur dans laquelle ou sur laquelle on va classer les cultures en allant du haut vers le bas, en allant du plus vers le moins? Peut-on établir une échelle sur laquelle on va placer les cultures en disant que cette culture a plus de valeur que l'autre, en disant que cette culture est supérieure à l'autre? Est-il possible de relever une culture et de rabaisser une culture? Peut-on fonder cela sur quelque chose de scientifique, d'objectif,
d'indiscutable. Peut-on dire que la culture occidentale est supérieure à la culture sénégalaise? Peut-on dire que la culture tricolore est plus culturelle que la culture sérère? Voilà une question qui mérite d'être posée et qui peut même être posée en devoir. Et par rapport à cela, nous avons deux perspectives à dégager si c'était un sujet de dissertation. En disant quoi? En disant peut-être dans la thèse quoi? Il est de la nature de l'homme à placer sa culture, sa religion, sa vision du monde sur les autres visions. Vous prenez, je donne un exemple, le musulman, s'il lui était donné de classer les religions, il dira la religion musulmane d'abord et les autres religions vont venir ensuite. S'il était donné aux gens de classer les ethnies, le toucouleur par exemple va dire l'ethnie toucouleur d'abord, les autres ethnies ensuite. Ça c'est naturel alors. Chacun pense que sa religion, la religion pour laquelle nous sommes prêts à mourir, est supérieure aux autres religions. Parfois même, on le trouve dans des textes, des phrases qui consacrent cela. Nous constatons aussi, quelque part, que chacun a une certaine fierté par rapport à son ethnie, par rapport à sa culture. Voilà ce que nous constatons généralement. Et ce n'est pas que nous le constatons, que nous nous posons cette question-là. Est-ce que, fondamentalement, scientifiquement, on peut considérer une religion X comme supérieure aux religions autres? Peut-on dire que porter une cravate, porter une veste est supérieur, plus important, c'est plus valorisant que porter un caftan, un grand boubou? Peut-on dire que manger à table est plus valorisant, c'est plus culturel que manger sur une natte? Peut-on dire que se marier à l'église, c'est plus valorisant, plus culturel que se marier en dehors de l'église? Certains le pensent. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? En la matière, il n'y a pas un seul élément universellement accepté, scientifiquement prouvé, rationnellement légitime ou compréhensible, sur lequel on pourrait se fonder pour classer les cultures les unes au-dessus des autres. Ce que nous voulons dire par là, c'est quoi? Toutes les cultures se valent. Toutes les cultures ont leur propre richesse. Mais lorsqu'on sort la culture de son contexte, elle perd sa valeur, elle perd sa richesse. Vous prenez un peu la culture ou la civilisation musulmane que vous placez dans un contexte Touba ou Tivaouane, c'est plus valorisant. Mais la même culture placée ailleurs, à Rome ou ailleurs, elle a moins de valeur que les autres cultures. On se rappelle même qu'il y a 100 ans, nos grands-mères, nos grands-pères avaient une façon de s'habiller, avaient une façon de se tresser, avaient justement une façon de se comporter. À l'époque, c'était valorisant. Mais en dehors de cette époque-là, si on place dans ce contexte actuel, cette culture n'a plus de valeur. On dira même que c'est une culture qui est démodée, qui est dépassée. Ce qu'il faut donc reconnaître, c'est quoi? L'homme a tendance à considérer sa religion, sa culture, sa morale, sa philosophie comme étant supérieure à la religion, à la morale, à la philosophie des autres cultures. C'est cela qui a été même à la base, entre guillemets,
de la xénophobie, du racisme, de l'ethnocentrisme. Mais en réalité, il n'est pas possible, scientifiquement, rationnellement, philosophiquement, objectivement, de placer une culture au-dessus d'une autre culture. Toutes les cultures sont d'égale importance, mais leur importance varie en fonction du milieu, en fonction du contexte, en fonction de l'époque. En dehors de ce milieu, de ce contexte, de cette époque, une culture peut perdre sa valeur. Vous prenez la culture occidentale, elle a une conception de la beauté féminine. En Occident, cette conception de la beauté féminine, elle est valable. Mais en dehors de l'Occident, cette conception de la beauté féminine perd sa valeur. C'est pourquoi on parle encore une fois de la relativité. Parce qu'il y a une relativité, on ne peut pas placer une culture au-dessus des autres. Parce qu'on ne peut pas placer une culture au-dessus des autres, nous devons donner le même respect, le même traitement, nous devons accorder le même regard à toutes les cultures. Nous devons être véritablement, non pas subjectifs, mais nous devons traiter les cultures de manière objective. C'est disant quoi? Chaque culture a sa valeur, mais une valeur qui dépend de son milieu, de son contexte, de sa génération, mais qui ne dépend pas de la culture en elle-même. Voilà, mesdames et messieurs, un petit résumé, la première partie de cette leçon que nous avons intitulée Nature et Culture. On s'arrête là et on attend vos questions en attendant. Je vous remercie. Prépa Bac 2020 vous est offert par la République des valeurs.